Alors, le conte que je vais dire s'appelle Ndengwe Mwenye. Gongo yangu na msanji mchambo na magambo na machenga machanji mchengo tenga makanga na mapende ngugu baji bata machinji buku bapundu pundu pundu kuku baji pra machinji pundu wae ngongo mangu Choda. Ndengwe Mwenye était un grand chasseur, très égoïste, qui ne voulait rien partager avec personne. Il ne demandait aussi rien à personne. Il se suffisait. C'était lui qui fournissait la viande de chasse nécessaire aux cérémonies rituelles qu'on organisait dans son village ou dans les villages voisins. Et sa renommée était allée au-delà des contrées lointaines. Dans son esprit, une seule idée trottait. Disposer de gibier en permanence pour accroître son succès et s'attirer le respect de tous. C'était cela son souci majeur. Même au milieu de la nuit, se laissait déranger par ceux qui venaient acheter de la viande. Mais jamais il n'avait pensé apporter ne fût-ce que des boyaux amers, de hérissons à sa vieille mère qu'il accusait à tort d'être l'auteur de la stérilité de sa femme. Et même de mort toute personne qui le surprenait apportant de la nourriture à cette dernière, à tel point qu'elle jura de ne plus rien recevoir de personne. Alors, ne mangeant plus rien, ni ne buvant plus, elle mourut. Et fut enterrée non pas par Ndengwe Mwenye, son fils, mais par les habitants du village. Pourtant, après sa disparition, beaucoup d'années passèrent encore sans que la femme de Ndengwe Mwenye ne conçut et ne conçut jamais. Un jour, Ndengwe Mwenye est parti comme d'habitude à la chasse. Et voilà qu'il chassa tous les jours et toute la nuit sans qu'il n'aperçût ou ne rencontrât la moindre bête sauvage dans la forêt. Il visita aussi tous ses pièges, son succès. Cela l'étonna. Il commença à s'inquiéter. Il se dit en lui-même qu'il valait mieux se donner la mort que mettre en péril sa réputation en rentrant bredouille au village. Alors, il s'assit sur un tronc d'arbre et ayant rentré le canon de son fusil dans sa bouche, porta le premier orteil de son pied droit vers la gâchette, prêt à appuyer dessus. Lorsqu'il pensa à sa femme, il en eut pitié et renonça à ce qu'il voulait faire. Il se releva et fit à peine 2 mètres qu'il aperçut une clairière. Il en prit la direction et découvrit un étang au bord duquel gisaient 2 énormes cadavres d'éléphants, apparemment encore en bon état. Ndengwe Mwenye n'en crut pas ses yeux. Il s'en approcha prudemment, soupçonnant quelque danger, quoique la multitude de mouches qui recouvraient sa découverte lui assurait que les 2 éléphants étaient réellement morts. Il les examina. Il ne portait aucun impact de balle. Mais qu'est-ce qui avait pu les tuer? Ndengwe
Ndingwen ne s'était pas posé cette question. Il s'en voulait seulement d'avoir souhaité de se donner la mort. Cette bassesse d'esprit le savait, entachait désormais sa dignité, bien qu'il fût le seul témoin de sa mésaventure. De toute façon, trop de questionnements autour de sa découverte lui ferait manquer l'aubaine qui venait de lui sourire. Il décida donc de rentrer vite au village, chercher sa femme, afin que deux seuls vinssent débiter les deux éléphants. Il arriva au crépuscule. Ndingwen commença le dépaissage, pendant que sa femme ramassait du bois mort pour faire du feu. Après quoi, elle rejoignit son mari au lever du soleil. Vers le milieu de la journée, ils eurent faim. La femme fit cuire quelques morceaux de viande et ils mangèrent. Mais ils n'avaient pas encore fini de manger que la femme de Ndingwen sentit ses entrailles se retourner dans son ventre. Elle voyait le ciel et la terre tourner autour d'elle alternativement et la tête lui faisait très mal. Ndingwen ne comprenait rien. Il appela sa femme avec insistance, mais elle ne répondit pas. Il lui passa le bras sous le cou pour la relever. Mais elle ne put se tenir assise et tomba de nouveau. Elle bavait. Et son ventre faisait des gargouillis. Tantôt, elle le tenait, tantôt, elle le pressait en poussant des cris perçants. Ndingwen appela de nouveau sa femme. Elle le regarda sans le voir, et déjà ses forces l'abandonnaient. Ses mains se détachant de son ventre retombèrent lentement, ses paupières se fermèrent, mais elle respirait encore. Ndingwen éclata en sanglots, pour la première fois peut-être. Elle laissa sa femme allongée et courut dans la nature pour cueillir des feuilles médicinales. Il s'y trouvait encore lorsqu'il sentit à son tour des picotements dans son ventre. Ndingwen se hâta de courir vers sa femme, qu'il ne revit pas. Ma bête m'incendiait, yeah, 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 yeah. Ma bête m'incendiait, yeah. La douleur qu'il ressentait, il n'avait pas de mots pour l'exprimer. Tout son corps s'étant affaibli, il rendit l'âme. Personne au village ne sut la raison de leur absence, ni ce qu'il leur était arrivé à tous les deux.
ils avaient perdu la vie à cause de leur égoïsme notoire. C'est seulement Ndingmenye avait fait part de sa découverte à un sage du village. On lui aurait sûrement dit que jamais on n'avait vu deux éléphants mourir simultanément dans le même endroit s'ils avaient été fusillés ou empoisonnés. En effet, les deux éléphants avaient bu dans un étang empoisonné. Chouoda, merci. La chanson que j'avais chanter, c'est l'histoire de mon père. Mais je vais commencer à chanter ça en technique. On est bel et bien au début de cette édition spéciale de Retour au Mundi, qui est une aventure qui a commencé depuis les années 2000.
l'aventure de la compagnie Africa Graffiti. Africa Graffiti, avant tout, était d'abord une affaire de trois compteurs, trois formes un peu différentes. On a un qui fait du slam, qui est aussi du haut compte, mais qui fait du slam de Cairo, qui est à Marseille. Et il y a mon frère aîné, Nestor, qui est comédien, en fait, qui est un peu, disons, c'est même l'inspiration de la compagnie Africa Graffiti. Et à moi, Joris, dont l'idée était simple. Il y avait des festivals de théâtre qui existaient dans tout le Congo. Il y avait des festivals de rap, festivals de... Il nous manquait dans le périmètre un festival de culte. Donc déjà dans les années 2000, on a eu l'idée de lancer ce festival de conte. Et chaque année, on avait vraiment l'habitude, au mois de juin, mai-juin, pour faire ce festival. On a commencé en février, après on l'a fait en juin, pour plus le côté pratique des choses. Après, il s'est avéré que il fallait continuer à le faire. On ne va pas critiquer l'État aujourd'hui parce que ce n'est pas un bon jour pour critiquer l'État, c'est pas bien. Mais souvent, notre État était toujours là, avec des encouragements très prononcés. Aujourd'hui, par exemple, j'ai eu, que ce soit mon DD, département culture, arts et lettres, qui m'a dit Joris, tous mes pouvoirs délégués. Donc aujourd'hui, je peux dire au nom de mon DD, Fabien Obongo, et de mon ministre. Oui, on a un ministre à la culture. Et à son nom, j'aurais un grand plaisir de vous dire, je déclare ouvert avec succès notre édition spéciale. Pourquoi édition spéciale? Parce qu'on a eu 3 ans qu'on n'a rien fait, pandémie oblige, et nous on a essayé à faire une des éditions parmi les 3 ans qu'on a fait au niveau de Marseille, puisque aujourd'hui, la majorité de la compagnie se trouve à Marseille. En Marseille, la ville océane de France. Mais aujourd'hui, ce que nous démarrons ici, c'est vraiment l'édition de l'espoir, l'édition de l'envie. Et cette édition de l'envie se présente comme telle. C'est que ici, on lance le festival, ici par obligation, car c'est le siège, c'est le quartier, c'est le point, c'est notre arrondissement. Donc il fallait qu'on commence ici pour dire à notre public habituel, voilà, on est parti, on part d'ici et après on va atterrir là où on a mis le village du festival. Le village du festival est dans l'enceinte de Canal Olympia, à l'OCI, à Bita. Et donc là-bas, il y aura aussi un autre programme là-bas. Donc c'est un festival dans un festival. 10 artistes, 10 disciplines artistiques qui sont disponibles sur le Canal Olympia là-bas. Et ça permet que ceux qui viennent d'habitude là-bas se rendent compte que la résistance artistique congolaise existe et ça continue à monter ses règles de l'Europe. Après là, nous avons un troisième lieu, qui est le Cercle africain, qui est un lieu du type pour l'oralité ici à Port. Et là-bas, on aura une grande nuit du conte. Et après la nuit du conte, même quelques séances scolaires vont se passer là-bas. Et on finira, après tout, à l'Institut français pour le 15, ce sera la fermeture du festival. Là. Mais on aura tout le temps, on a 10 jours pour dépioter et défaire ce programme qui est, ma foi, est très, très, très vivant. Pour aujourd'hui, nous sommes ici à l'ouverture parce que c'est pour honorer mon premier invité du festival. Le premier invité du festival est un défunt. Et comme vous le savez tous, qu'un artiste dit on ne meurt pas. Donc j'ai invité Luya Penemadlela. Maluya pour les uns, Yaluya pour les autres, Yampene, c'est pour nous tous. Voilà. Luya Penemadlela, je vous ai parlé de Nestor tout à l'heure, qui est mon frère aîné. Luya Penemadlela était son metteur en scène. Et moi, pendant 8 ans de mon jeune âge, j'étais toujours derrière ces bagages parce que j'étais le fan direct
de ce festival, de cette compagnie qui s'appelait la compagnie de 7, la TTA 7. Et Lilian Bonewalela était entre la TTA 7 et le théâtre Rocado Zulu avec Sonny Laboutansi. Donc, qui fait que, quand on a lancé le festival dans les années 2000, on avait déclaré tous que Lilian Bonewalela était devenu notre invité permanent au festival. Donc, c'était l'invité permanent. Il pouvait atterrir quand il voulait et il pouvait jouer où il voulait. C'était, disons, le vieux de notre festival. Et pour lui, il traitait notre festival le festival Djananois. Donc, quand il arrivait, il jalvait d'abord et il voulait à peu près, et voilà, nostalgie. Donc là, après mon petit mot, vous voyez, c'est petit. Après mon petit mot, on va assister à une danse. Une danse qui sera accompagnée de témoignages, sera agencée de témoignages de Louya, sa femme et son petit-fils. Ce triptyque n'est pas arrivé au hasard. Ce triptyque veut dire que Louya, à quelques mois de sa mort, il parle encore, vu la maladie qui menaçait. Et on a son petit-fils qui va nous dire que Louya ne disparaîtra pas. Et il y a sa femme qui est toujours, nous savons tous que la grandeur d'un artiste africain, c'est quand il est en couple. C'est le couple qui cimente le travail de l'artiste. Parce qu'il sait que quand il part, comme il disait lui-même, Bemba Kendi, ce que nous a dit, vous n'êtes pas avec moi. Dakar, sociétaire à la caisse locale Mukodek de Mungali, je vous présente la chronique culture. Depuis 3 ans, le dramaturge, metteur en scène et comédien congolais Victor Louya Pene Malela souffre d'hémiplégie. Il a un membre inférieur et un membre supérieur qui ne fonctionne plus et son langage est également entamé. Raïtel Yengo a eu à le visiter et a fait réagir son petit-fils. Steven Chris Louya parle des souvenirs liés au métier de son grand-père. Bon, de Pépé, premièrement, je garde de vue son caractère. C'est un homme assidu dans ce qu'il fait, un homme très attaché, un homme déterminé dans ses idées. Et bon, il y a plein de souvenirs, hein. Plein de souvenirs. Surtout, je me souviens bien de la pièce que nous avons jouée au CFAD avec lui. Parce qu'il avait commencé à un certain moment de me faire intéresser au théâtre. Et donc, nous avons joué sur une pièce de Sonny Laboutansi intitulée Je suis signé cardiaque. Donc, pendant cette pièce-là, j'ai joué le rôle de l'enfant, de l'écolier. L'écolier villageois qui, de temps en temps, prenait des renseignements et essayait d'informer ceux qui venaient d'arriver au village. Et encore, peut-être je peux dire, c'est un homme que tout le monde devrait essayer de suivre, parce que c'est quelqu'un qui ne se laisse pas faire facilement, c'est une personne qui ne baisse pas les bras, quelles que soient les situations, même dans sa pauvreté, il a essayé de faire mieux, et, il n'a pas cessé de travailler. Je me souviens bien, il y a des moments, parfois jusqu'à 3 h du matin pendant qu'on dormait, lui il était là assis devant son bureau, devant l'ordinateur, entre le travail, entre l'écrire. Parfois je me demandais, mais qu'est-ce qu'il écrit ce monsieur? Une fois j'ai essayé de faire autant, je me dis bon, moi je vais commencer à écrire. J'ai pris tout un paquet de rames, j'écrivais, mais sans savoir ce que j'écrivais. Et je me suis rendu compte que ce n'était pas un travail facile. Voilà, donc c'est là où j'ai dit, écoute, chapeau à ce jeu. Il a une tête, voilà. Et maintenant qu'il est malade, est-ce que de temps en temps vous lui rappelez un peu ce qu'il a eu à faire, à écrire les pièces de théâtre pour l'amuser? Oui, mais seulement il n'aime pas trop. Pour lui, ça ne fait pas bon souvenir, pour lui en fait. Mais nous, ça nous plaît, surtout lorsqu'on essaie de revoir son dernier livre qu'il a écrit. Avant le 11e commandement, prenons d'abord les oiseaux de la rue, parce que c'est une histoire qui raconte
presque vrai. Il s'est inspiré de certains membres de la famille, des petits qui se retrouvent dans la rue et tout. Et donc, quand on essaie d'en parler, je ne sais pas si ça lui fait mal à la tête ou bien si ça lui fait des soucis. Il n'aime pas trop t'entendre. Et ce dernier qu'il a écrit, c'est le 11e commandement. Il y a une histoire bien que nous aimons, surtout dans le 11e commandement et la nouvelle, la tragédie du vieux Salah. Il essaie de rigoler un peu, mais il n'aime pas trop. Et on fait avec, puisqu'on connaît son caractère, il est comme ça, il est un peu dur parfois. Et on vit avec. Là, nous sommes donc sur le 11e commandement, un recueil de 10 nouvelles plus 2. Et l'histoire qui m'intéresse bien ici, c'est l'histoire qui porte bien aussi le nom de ce livre-là, 11e commandement, la première nouvelle. Je lis donc le dernier paragraphe. Toute cette journée-là et la nuit qui a suivi, la maison est restée dans un silence de tombeau. On n'entendait que le tic-tac des montres au mur et les ébats des souris dans la lointaine cuisine. Quelques mois plus tard, la fille a annoncé qu'elle avait vu le gynécologue et qu'elle avait besoin d'argent. Le père dit « Combien ?» La mère a dit « Pas question. Nous sommes chrétiens, tu n'avorteras pas. » Le père a dit « C'est le 11e commandement. » Pourtant, vous avez essayé de jouer dans le temps avec le grand-père, mais pourquoi vous n'êtes pas aujourd'hui sur les planches? Vous ne vous donnez pas au théâtre? Bon, c'est comme on dit, il y a une mère dans la vie, mais elle ne choisit jamais le destin de tout un chacun. Nous pensons que c'est Dieu qui trace le chemin de chaque homme sur cette terre. J'ai une sœur, au plein Nathanaël. Elle est dans l'écrit, elle aussi. Elle écrit souvent. Peut-être qu'elle pourra sur le chemin de Pépé, mais sinon, je ne me vois pas être comédien comme lui. Merci. Je vous en prie. Radio du Codec. Scène et comédien congolais Victor Luya Pene Malela souffre d'hémiplégie. Il a un membre inférieur et un supérieur qui ne fonctionne pas. En 1980, je l'ai connu par Sonny Laboutansi. Sonny Laboutansi qui est donc directeur d'école à Kindamba. Après Kindamba, Sonny passe à Boko. Après, à Boko, Sonny vient à Mindouli. Et, parce que Sonny finira finalement à Pointe-Noire ici. Et c'est là que Sonny va rencontrer Victor Penembalela, mais qui, en ce moment-là, je crois, est surveillant général du collège que Sonny dirige. Et Sonny, après, quitte Mindouli et vient travailler à Pointe-Noire. Il vient travailler à Pointe-Noire et Sonny, finalement, finaliste et plusieurs fois lauréat du concours théâtral interafricain avec ses pièces de théâtre, avec ses nouvelles, et finalement recherché par RFI. Et on reproche à ce moment-là au ministre Tati Louta, qui est ministre de la Culture et des Arts, à Sylvain Mbemba, écrivain, et bien sûr à Henri Lopez, qui en ce moment-là est également ministre. On dit, mais qu'est-ce qui se passe? Celui qui gagne tout le temps le concours théâtral interafricain, qui s'appelle Sonny Laboutansi, quand on le cherche à Brazzaville, on ne le connaît pas. Et Sonny Laboutansi, finalement, il est recherché et on vient le retrouver dans un lycée, dans un collège ici, quelque part, je crois, dans un collège à Pointe-Noire. Et on l'invite donc à Brazzaville. Et en ce moment-là, Sonny Laboutansi va travailler sous la direction de Jean-Baptiste Tati Louta, qui gère le ministère de la Culture et des Arts et de la Recherche scientifique à l'époque. Donc Sonny vient travailler là-bas. Et quand Sonny vient travailler là-bas, il a l'intention de monter une troupe de théâtre. Il a l'intention de monter une troupe de théâtre, mais il ne va pas loin avec qui? Avec tous ses élèves, avec qui il avait été à Boko, à Kindamba, à Mindouli, et il appelle tous ces élèves-là pour monter une troupe de théâtre. Mais en ce moment-là, moi j'avais travaillé, enfin j'étais élève aussi à Boko, et je travaillais déjà à Brazzaville avec la plupart de ses anciens élèves. Et on se retrouve, donc on avait monté une troupe qu'on appelait
le Monimambou. En ce moment-là, il y avait Jean-Baptiste, non, Guy Menga, hein, qui avait écrit un roman qui s'appelait les Palables stériles et les aventures de Monimambou. Donc on va monter une troupe qu'on a appelée le Monimambou. Et Sony venait à Brazzaville avec l'intention lui aussi de monter une troupe de théâtre. Et finalement, une troupe de théâtre avec les comédiens qui travaillaient déjà avec moi. Et là, je ne connaissais pas vraiment Sony Laboutansi. Lui me connaissait de nom, moi aussi je le connaissais comme ça de nom. Mais la chance, c'est que je travaillais avec un de ses frères, qui est, je crois, à Pointe-Noire ici, et qu'on appelle Yandabou Laya, Labou Yandaya, et donc qui est ici à Pointe-Noire. Et par ce jeune frère, par son jeune frère, par cet ami, je vais faire la rencontre de Sony Laboutansi. Donc finalement, avec lui, avec Sony Laboutansi, on va décider finalement de faire une même troupe. Donc c'est Sony Laboutansi qui vient nous rejoindre au sein de la troupe Monimambou. Et quand on le joint au niveau de la troupe Monimambou, mais un petit souci on a eu parce que la pièce de Guy Menga avait été censurée. Hein, à l'époque, il existait ce qu'on appelait la censure du parti. Le parti unique, il était tellement puissant que quand il avait censuré, il n'y avait pas d'autres mesures, donc il fallait arrêter. Et finalement, on était, nous, obligés de changer de nom. Et Sony Laboutansi voudrait appeler la troupe la Rocade. La Rocade, c'est-à-dire ce chemin tortueux et tout, la roche qu'on doit casser parce que Sony était avide des images. Et moi, je voulais l'appeler la Rocade. Enfin, moi, je voulais l'appeler plutôt le Zoulou. Le Zoulou, parce qu'à cette époque, Tchekaya Outamsi venait d'écrire une pièce qu'on appelait le Zoulou. Et si, pour ceux qui ont peut-être mon âge, un peu moins, un peu plus, se rappelleront également qu'en ce moment-là, au niveau de la radio nationale, il y a un journaliste qu'on appelait Georges Bakary, hein, qui nous réveillait chaque matin pour nous dire il y avait je sais pas, hein, excusez mon octobre très limité. Et donc, il faisait des émissions comme ça qui étaient très connues. Il parlait des malheurs et du quotidien du peuple zoulou de l'Afrique du Sud. Donc, je voulais, mais également, Zoulou, c'est aussi le ciel. Et du coup, Sony a voulu, on a voulu voter. Mais quelle angoisse, surtout me concernant. Tous ces élèves étaient, tous ces élèves, c'était les élèves, ça avait été les élèves de Sony, ceux qui jouaient avec moi. Des élèves de Sony, c'est-à-dire à Kindamba, à Boko, à Mindouli et finalement à Pointe-Noire. Quelques élèves comme ça ont suivi Sony. Et c'est avec ces élèves-là que moi je répétais. Et finalement, on a voulu voter, on a mis un panier et chacun devait aller remettre son bout de papier. Et je crois que Sony avait compris mes angoisses. Moi, c'était mes amis, lui, c'était ses élèves. Qui allait gagner? Et Sony a vite compris, comme je disais, mes angoisses et est allé mettre sa grosse main dans le panier et il a jeté les papiers. Il dit, la troupe s'appellera Rocado Zoulou Théâtre. Et c'est la naissance du Rocado Zoulou Théâtre en 1979. On parlait pourtant de Victor Louya. Et c'est en ce moment-là que Victor Louya va rejoindre le Rocado Zoulou Théâtre. Mais Victor Louya, quand il rejoint le Rocado Zoulou Théâtre, il n'est pas comédien. Mais il sert toujours de surveillant général à côté de Sony. Et finalement, il nous énervait parce que nous, quand on répétait, et c'est lui qui disait non, toi là, la virgule là, tu étais mal déplacé et tout. Hein, c'était un peu le censeur, quoi. Hein, enfin, au théâtre, nous appelons ça l'assistant. Hein, celui-là qui vous rappelle que vous n'avez mal interprété, que vous aviez oublié une petite phrase et tout. Mais c'est quelqu'un qui vous emmerde aussi parce qu'il va plus loin jusqu'à vous dire qu'il fallait vous placer comme ça, qu'il fallait reculer d'un pas. Et il nous emmerdait. Et puis à un moment, on disait à Louya,
Il dit quoi? Qu'est-ce qu'il y a à nous emmerder comme ça? Toi, tu ne pourras pas un jour jouer comme nous? Il dit, mais moi aussi, je peux jouer un jour. Il dit, ah oui, oui, on t'attend sur scène. Parce que M. Luyal, n'oubliez pas, avait un problème physique, hein, parce qu'il avait, je crois, le pied gauche. Hein, il était handicapé du pied gauche. Et tout le temps qu'on lui disait ça, il fallait être fâché pour lui reprocher ça, que toi, tu ne peux pas monter sur scène. Et lui, il prenait tout ça comme une certaine incapacité, comme si on lui disait qu'il était incapable de jouer. Et tout le temps, il nous répondait, mais moi aussi, je peux le faire. Moi aussi, je peux jouer. Et nous, on disait, mais on attend que ça. Hein? Parce qu'en fait, il nous a merdé plus que celui. Et à un moment, on se met à monter la tragédie du roi Christophe de Aimé Césaire. On se met à monter la tragédie du roi Christophe. Et en ce moment-là, Victor Louya décide de monter sur scène, à notre grand plaisir, parce que nous, on disait aussi, ah ben maintenant, on va voir ce que tu peux faire. Et je vous dis, en face de Louya, je crois que Sony n'avait pas facilité la tâche de Louya, parce qu'il lui avait donné l'un des rôles, parmi les rôles principaux, hein, c'est-à-dire qu'il y avait le rôle de Christophe, et il y avait le rôle enfin, pas mal et tout, il avait, parmi les trois rôles, on lui a donné un grand rôle. Et je vous jure, c'est là où on a découvert les talents scéniques de Victor Louya. Parce que Victor Louya, là, nous a tous, enfin, tout ce qu'il nous reprochait, il était obligé d'être un peu au-dessus de nous, quoi. Et il nous a agréablement surpris, parce qu'en face de lui, il jouait, il avait un partenaire, je ne sais pas si vous le connaissez, un partenaire qu'on appelait Paul Milongo et Bendekilo. Hein, il passait à la télévision comme Bendekilo et qui chaque matin nous réveillait avec Ambenambouakatouma et c'est lui qui faisait du théâtre avec nous. Et Victor Louya avait ce monsieur-là en face. Et je crois que ça a été l'une de ses premières pièces, mais une réussite. Et là, Victor Louya était rentré par la grande porte, hein, dans ce métier de comédien du théâtre au niveau du Congo. Mais Victor Louya, pourquoi je disais que je parlais du comédien? Parce qu'il nous a laissé plein de souvenirs. Je disais que Victor Louya donc, était handicapé de son pied gauche. Et donc, pendant qu'il interprète la tragédie du roi Christophe, dans son rôle, dans une de ses tirades, il était question qu'il dise, il dit alors vous me parlez comme ça parce que j'ai un œil malade, hein, et c'est dans sa tirade et tout. Et lui, il n'arrivait pas à dire ça. Un jour, il dit alors vous me dites comme ça parce que j'ai un pied malade. Et Sony, tous on le regarde, et il dit mais Sony, excuse-moi, hein, moi je suis obligé de dire parce que c'est un peu ridicule que je dise aux gens que j'ai un œil malade alors que je n'ai pas un œil malade et tout le monde me regarde alors que j'ai un pied malade. Et je crois que c'était une très grande leçon d'humilité, de trucs et tout. Et ça nous avait tous surpris. Et du coup, on a continué à jouer la pièce comme ça, partout où la pièce est partie. On a gardé cette version-là. Et personne, alors que la tragédie du roi Christophe est un classique, hein, je ne dirais pas du théâtre africain, du théâtre mondial. Et personne nous a reproché. Tout le monde croyait que c'est ça qu'on disait. Hein. Et tout le temps qu'on avait fini de jouer, beaucoup de spectateurs dans nos loges, hein, pour venir nous demander, mais monsieur Louya, comment vous faites pour jouer avec pour plier votre pied comme ça? Et monsieur Louya qui disait, non, je ne plie pas mon pied est comme ça. Ah, et les gens nous demandaient, ah, donc vous êtes allé choisir un comédien qui avait déjà un pied comme ça. Et tout le monde avait oublié que dans la pièce, on ne dit pas, parce que j'ai un pied malade, mais hein, vous savez, les pirates, hein, ils mettaient un truc comme ça, c'est parce qu'il avait un œil, le comédien d'Aimé Césaire avait un œil malade. Et je crois que par cette pièce, Victor Louya va entrer par la grande porte dans les annales de
du théâtre congolais. Et bien sûr, avec Victor Louya, il a joué toutes les pièces du Rocado Zulu. Donc, on a tourné avec lui partout, en France, en Belgique, en Suisse, aux États-Unis, en Afrique du Nord, aux Antilles. Bon, disons qu'un peu partout où le Rocado Zulu a été, Victor Louya faisait partie de toutes les tournées du Rocado Zulu. Et j'ai eu la chance également de travailler avec lui parce que j'ai eu, il y a au niveau du Festival d'Avignon, qui est l'un des plus grands théâtres du théâtre dans le monde, j'ai été appelé à aller monter une pièce de théâtre d'Atoll Fugard, et là-dedans, on joue à deux, et on ne joue à deux qu'avec Victor Louya. Et nous sommes restés, parce que vous savez, à Avignon, quand vous êtes en train de jouer, si vous n'avez pas de public, petit à petit, vous êtes déclassé. Et avec Victor Louya, nous sommes restés à l'affiche pendant 3 mois, les 3 mois du théâtre, et chaque jour, salle pleine. Salle pleine. Et avec Victor Louya également, souvent, bien sûr, on nous donnait 2 chambres, on nous donnait tout ça. Alors, on faisait toujours, bon, si c'est à cette époque où on disait, je ne sais pas comment vous dites ça, mais souvent, ce qui se passait, c'est que quand on n'avait pas fini de discuter sur scène et tout, on continuait à discuter, on passait la nuit là où il y avait, c'est-à-dire où c'est sa chambre qui restait libre, où c'était la mienne. Donc ça a été vraiment un grand ami. Je n'abuserai pas de votre temps. Je crois que vous êtes venu plutôt pour voir les contes. Voilà ce que je peux dire de Victor Louya, un grand comédien, un humaniste et quelqu'un, je crois, qui a su surpasser les... Enfin, c'est-à-dire que j'ajouterais quand même qu'il y a, grâce à lui, beaucoup de comédiens qui pouvaient avoir des... qui avaient peur de... parce que j'ai mal ici, par Victor Louya, ont pu nous rejoindre, soit dans le Rocado Zulu, soit au théâtre. Je n'abuserai pas de votre temps. Merci beaucoup, et puis... Wow, d'accord. C'est chaud. C'est chaud. Nico, waouh. Mais oui, c'est Louya Pene Maléla est parmi mes invités du festival. Et donc, l'expo et il y a le corps des textes, donc à partir de demain, on peut consulter les textes, tout ce qu'il a pu écrire et tout ça. Merci beaucoup, Jérus, merci à tous. Et je peux vous dire que je ne m'attendais pas à arriver ici et à retrouver le grand Victor. Parce qu'en fait, je dis vraiment que c'est le retrouver. Merci de rendre hommage à cette figure. Et c'est vrai qu'on a beaucoup parlé de Victor dans le sens du théâtre, parce que c'est vrai que c'était son activité et il a fait beaucoup de choses. Pour le jeune artiste naissant que j'étais à l'époque du Rocado Zulu Théâtre, c'était déjà, nous, quand on voyait le Rocado Zulu Théâtre, on rêvait. Parce que c'était la troupe qui voyageait. Il partait tout le temps, il revenait. Donc j'en profite aussi par le Rocado Zulu Théâtre, par cet hommage à Victor Louya, de faire un tout petit hommage à un autre comédien que j'ai connu à travers le Zulu Théâtre, c'est Eric Mampouya, qui a été aussi de ce combat-là, qui a été parce que ce sont des personnes... Alors je vais faire juste un petit pont quand je parle d'Eric Mampouya, parce que le grand frère a parlé de l'époque où Tcheka Tamsi avait écrit le Zoulou. Et je peux dire que mon histoire dans la vie artistique, mais aussi dans la vie tout court, est liée à cette pièce qui s'appelle le Zoulou. Parce que dans les années 88, justement, Tcheka Tamsi décide justement de mettre en scène cette pièce
et qui confie à Gilbert Sangata pour monter cette pièce. Et dans cette pièce, il y a Eric Mampuya qui incarne le rôle de Chaka Zulu. Et à cette époque, nous, on démarre la musique et je suis dans Africa Brass. Pour ceux qui ont connu Africa Brass, qui était l'un des premiers groupes de jazz de cette époque, et avec Emile Bienda, Faustin Sakanda, pour ceux qui connaissent. Et mon frère et moi, Luc Maitou, qui n'est pas là, on est pris dans Africa Brass. Et cette relation fait que quand le Zoulou est créé, Gilbert Sangata, qui est aussi un oncle à moi, ne pense pas au jeune Centric qui est là, mais ils sont remis pour la musique à engager un grand artiste qu'on appelle Barnabé Mationa. Pour ceux qui ne connaissent pas Barnabé Mationa, c'était le saxophoniste et le flûtiste de Zao. Quand vous écoutez Ancien Combattant, la flûte qui est dedans, c'est Barnabé Mationa. Et Barnabé Mationa, qui était notre soliste, dit, écoutez les petits, il y a une pièce qui va se faire, et j'ai été engagé pour faire la musique du Zoulou, le Tigre Tamsi. Donc je vois que vous êtes bien engagé dedans, mais écoutez, rejoignez-moi dans cette pièce. Et quand on le rejoint dans cette pièce, donc on a des petits rôles qui sont très discrets, avec Eric Mampuya, mais dans cette pièce, il y a une dame qui incarne le rôle de Nolivé, qui est la femme de Chaka, et cette dame n'est autre que Banzouzi Chantal, qui est devenue aujourd'hui ma belle-sœur, parce que c'est à ce moment-là qu'elle me dit, mais toi, je t'aime bien, mais tu es trop jeune pour moi. Et comme tu es trop jeune pour moi, écoute, tu vas épouser ma sœur, qui est une jumelle. Mais des deux jumelles, elle a dit, elle s'appelle Blanche. Ça fait 34 ans que je partage la vie et la scène avec cette Blanche encore aujourd'hui, qui est avec moi à Dakar, et qui est ici justement de cette pièce. Mais quand je fais le pont avec Eric Mampuya, je reviens donc à l'histoire de savoir qu'il est avec Sony, mais Victor, je le découvre, bien sûr, on allait voir au Cefrad les pièces du Ricardo Zoulou, c'était déjà des grands. Et l'histoire directe, bien sûr, avec le doyen Feu Victor Péné-Maléla, c'est que pour ceux qui savent, à un moment donné, il est au ministère de la Culture, si je ne me trompe. Vous avez déjà entendu parler du Massa, le marché des arts et du spectacle africain. Ce que les gens ne savent pas, c'est qu'en 93, le Massa est créé. Et dans le Massa concerne toutes les troupes et tous les orchestres de musique et les troupes de danse, de théâtre, de danse et de musique. Il y a une sélection qui se fait. Il y avait des programmateurs donc, qui parcouraient l'Afrique pour sélectionner des groupes. Ce que beaucoup ne savaient pas, c'est qu'en 93, le Congo, le ministère de la Culture avait reçu le dossier du Massa. Sauf qu'ils ne savaient pas ce que c'était. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils mettent le dossier dans les tiroirs. Qui c'est qui représente le Congo-Brazza en 93? Vous allez être étonnés. Au premier Massa, c'est Koffi Olomide. Au Massa 93, Koffi Olomide est l'artiste qui représente les deux Congos. Le dossier était arrivé chez nous, mais c'était dans les tiroirs. En 95, je fais partie de l'aventure avec d'autres doyens comme Émile Bienda, Luc Maïtoukou, pour la création des tambours de Brazza. Et là, le dossier, on arrive aux sélections, donc il y a une équipe qui doit tourner, mais l'équipe était composée d'une seule personne, un certain Jacques Beck, pour ceux qui le connaissent, de la CCT, et qui tourne, qui dit que moi je viens à Brazzaville. En fait, c'était même pas prévu au départ, parce que le Congo, on s'était rendu compte que en 93, le ministère de la Culture n'avait pas fait de retour pour l'organisation des présélections du Massa. C'est un certain monsieur Victor Louya Péné-Maléla qui vient nous voir au cercle de Bakongo, donc à l'époque cercle de Bakongo, devenu cercle Semina Boutansi, comme pour faire le pont avec cette histoire. Nous avions monté une association qui s'appelle l'association Mona, qui avait créé le tambour de Brazza, et on était très actifs parce qu'on avait les tambours de Brazza, on avait Africa Bass, on avait Chelly, mon orchestre, et ils se disaient, ces petits-là
ce qu'ils font pour la culture, je pense qu'on doit les mettre à contribution. Et lui, il avait reçu la missive, donc le document qui était venu du Massa au ministère de la Culture. Il est venu nous voir et dit, les petits, moi voilà ce que j'ai reçu. En fait, ce que vous ne saviez pas, c'est que depuis 2 ans, il y a le marché des spectacles africains qui est un marché qui peut permettre à nos artistes, dans la musique, dans le théâtre et dans la danse, de pouvoir aller vendre leurs spectacles. Sauf qu'en 1993, je me rends compte que personne, le ministère n'avait pas répondu. Mais là, j'ai vu ce document-là. Nous, je sais qu'au ministère, cette année, on ne va pas répondre. Mais vous, les petits, je pense que vous pouvez prendre ce document, écrivez-les et organisez les présélections. C'est ce monsieur à qui je dois, par ricochet, une grande partie de ma carrière. À qui les tambours de Brazza doivent une grande partie de ma carrière. Parce que grâce à lui, nous prenons le dossier, nous écrivons au Massa, et le Massa nous envoie M. Jacques Deck, qui vient faire les présélections. Et lorsqu'on se rend compte que le Congo a répondu, le ministère se lève pour venir dire c'est nous qui organisons. Et là, nous, on avait déjà organisé toutes les présélections au niveau du cercle de Bakongo. Le ministère dit non, pas question de cercle de Bakongo, nous on organise au CEFRAD. Et c'est comme ça que quand Jacques Deck arrive, il nous demande, mais on dit non, eux vous les oubliez, c'est nous qui organisons. Ils organisent au CEFRAD. Dieu merci, nous on s'est dit c'est pas grave, on va quand même nous aller au CEFRAD. Et c'est comme ça qu'on amène quelques groupes dans les tambours de Brazza au CEFRAD. Ça se passe très très mal. La seule troupe qui réussit à vraiment faire un gab, un pont, c'est les tambours de Brazza. Mais Jacques Deck est vraiment énervé. Le doyen vient nous voir pour nous dire, les petits, ne le laissez pas partir parce qu'il avait décidé de prendre l'avion le lendemain et de ne pas terminer le programme. Il nous dit, reprenez le dossier, je vous ai donné ce dossier parce que je sais que vous allez faire quelque chose. Et c'est comme ça qu'on organise au cercle de Bakongo les autres troupes. Et là, Jacques Deck, finalement, parce qu'il avait décidé de ne prendre aucune troupe au Congo à cause de l'organisation. Et on le convainc, parce que je me rappelle, juste après le CEFRAD, on l'amène au cercle et on va s'asseoir à Macedo, le blanc, mais ceux qui connaissent Jacques Deck, il a un gros ventre, il est vraiment, il prend beaucoup de place. On a dû le payer des bières, le convaincre de venir le lendemain au cercle parce qu'on va lui présenter. Et là, on a rejoué avec les tambours de Brazza. Et on a fait une organisation qui lui a vraiment plu. Et grâce à ça, les tambours de Brazza étaient le premier groupe qui a été retenu au Massa. Et nous connaissons la trajectoire qui s'en est suivie avec les tambours de Brazza. Et c'est à ce monsieur qu'on le doit. Je ne vais pas aller plus loin. Je voulais juste partager avec vous cette anecdote. Mais encore merci de rendre hommage à cette personne. Merci beaucoup. Merci. C'est chaud. Mais il le disait, hein, que... Ah, il sait quoi. Bon, on va faire. Mais oui, donc je disais que c'est une semaine, non, jusqu'au 15. Hein, jusqu'au 15, ici, au centre de ressources, jusqu'au 15, on n'a que Louia Pene Malela ici. On dira des textes de Sony, on dira ses textes à lui, on rappellera Yannick tout à fait. Et oui, parce que la famille arrive dans ce mouvement. Donc, il y a Gisela et le bras. Le bras est par là. Suite de programme, c'est qu'après là, on va entendre Louia avec une performance de Gilbert. Et après, il y aura un homme sage qui va calmer un peu la situation. Et après, une nouveauté que j'ai proposée à la chaîne télé partenaire au festival, c'est qu'ils ont envie de faire les interviews avant que la nuit nous tombe. Et les interviews vont devenir un moment de spectacle. Donc, le retour au Bangui, dans son programme, il y aura
Les interviews, c'est à eux de décider qui et où, et nous, le public, on sera là à les écouter, et poser des questions et aux autres de répondre. Que ce soit sur Louya Pene Malela, que ce soit sur le Festival Rotombongi, et que ce soit sur Goyo qui fête ses 11 ans d'arrondissement. Et on vient de nous signaler que nous sommes 22 000 ici, donc nous voulons faire 200 000. Donc on est 200 000, donc apparemment on commence à être la plus grande arrondissement. Et nous on veut aussi que ça puisse devenir une offensive culturelle. Il faut qu'on aille mettre un peu la pression à Loandjili, là, parce que eux, c'est une force culturelle qui est en train de se battre par là-bas. Et nous, on veut créer, nous, on a les vagues ici, les vagues de Côte-Matel sont plus puissantes de toutes les côtes, de toutes les 170 km de la plage. Côte-Matel, Vondjeno et Mbassa, nous avons des vagues qui arrivent à 3 mètres. Donc, on est mieux. Mais à toutes les âges, c'est ma route, c'est ta route, c'est la route, mais c'est notre route. Maman, yeah, maman, oh, yeah, maman, yeah, maman, oh, yeah, maman, yeah, maman. Tous les hommes, tous au volcan, sous le macadam, comme ça au dam. C'est ma route, c'est ta route, c'est notre route. Vie de Serre-Pierre, beaucoup joué par la troupe Théâtre des Sans-Voix. Victor Louya Pene Malela est un dramaturge, metteur en scène et comédien congolais. Depuis 3 ans, il souffre d'hémiplégie. Raïté Liengo l'a visité. Vous écouterez d'abord Victor Louya Pene Malela s'exprimant difficilement, ensuite son épouse. Et depuis combien d'années déjà? Est-ce que les gens viennent vous visiter? Oui. Est-ce que leur présence apporte quelque chose dans votre établissement? Oui, c'est bien. Dans la culture, le théâtre précisément, vous avez l'image de la personne, comédien, dramaturge, metteur en scène. Il a beaucoup travaillé avec Sony dans Rokado Zulu. Sony, là où était maître pour moi. Alors, nous allons donc prendre maman avec votre permission. Maman, vous la zara en combien de Madame Lydia, même Nikamona Firmine. Alors, bête me kuza sinabe nous sommes vous êtes à la mutindo Victor Louya Pene Malela qui n'a pas la pengeni mama qui fanda kana yandi. Bon mutindo qui n'a pas doté la quoi qui kimbe fina yandi. Kimbe vo kodla yandi ya emi plaisir du boko droit. Ya côté ya mama na du cool fois depuis le 29 juin 2013. Donc, je suis à l'hôpital, je suis basika, mais il y a un traitement mingi. Le traitement voilà, mais vraiment, il y a un côté là. Du beau qu'on fait, il y a un côté là. Donc, vraiment, je suis si je fais le massage de temps en temps, mais le problème c'est qu'il y a un passe ni du beau qu'on a du cool dans le langage. Il y a des zones parfois, il y a des zones ninakuzonda mwaba phrase mingi yankana kulinda yane luta déjà 70 ans je pense. Bon yane bungisa 71 ans. Alors mama ndike vanda kana bakala yange katoka ntama yandike mutu muske salaga kimkulu culture théâtre. Zabisa mungete ba souvenir na yina dembe vivre na yana na kati ya culture ya yange kuizaka retard na inzo tongi balilanda yani tina ba spectacle.
Merci beaucoup. Bon, théâtre, Yann Bana, on dit que ça quand. Yann Bana, nous sommes à l'école primaire. Mais de temps en temps, nous avons dit, moi, je suis vraiment l'école, on a vraiment. Après, Yann doit vraiment nous donner une vocation. Il y a qui s'allume sur le théâtre. La banane, c'est la bouton aussi. On est banda presque responsable ya di théâtre ya qui saluine amene ya mbame sala wa théâtre mingi bame kona bala mingi na mputu an doit faire prier ko kwende kota na mputu ko na conservatoire na ko longo ka bien théâtre en tout cas na côté ni bame tambula mingi na France kuna ba voile mingi ba italien en tout cas ya me service ya me service ya ba mingi banda mingi yani zonte vraiment yani mosi mpe buya kuvanda metteur en scène amezwa bon yani kota mpe na kulungisa bampangi yani fomi mwa ba groupe yange yani banasala wana mfiri na bampangi na babani yakaka ba jeune yani sala ya baba ni poni jouer mpe après yani kota mpe tina ou écrivain donc ba pièce de théâtre ba pièce ba mambo mingi amesala mpe ne bani mpe conteur kosala ba conte na ba école primaire ba invité yani kosala ba conte en tout cas kisala ya mesala yani vraiment yani mais na munu baatala ya David Tracasserie ngeke kwenda ngeke kuvutuka mbangu veko kuvutuka lori ya inda bambongo pa mbongo kele yani ke obligé na ko emprunter mbongo na kudefa mbongo na kusala ka kisalini ya kia ya bana sala uno balere ngeke mwa colère mbongo ikele anike baka mbongo ya inzo anike basisa men ore betike jouer ma betike mbongo pa fote yake kota jaka mais kisalo vraiment singeke na ya udon ti yani mekuza vanda lere na manima lupa ya suni antuka yani bani me sala mwa baba livre yani banasumka sirika bayataka mpe nezwa kisali ya kumbaka ba pièce yani na kushuwe kijaka tileri yani donc yani service yani vrai Naluena siya wonu via olena tuombongi. Des jours sont belles au milieu des oranges, des perles. Ton cou ici doux sous des collines tuombongi.
Kabuena, siya unuku, binu kabalo, ketuga umbongi, kabuena, siya unuku, insalali, ibina lenale, kolo, sadu benalamo, kolo, na yetile, kolo, kilu analong, yeah. Merci, elingi kolobate oyomawa era bosani bino bwesanga ezali se ya buhungu te oyo moto akendeke azongaka te atendelera kozonga ye. Maman, tu es loin de moi malgré la distance nous sépare. Je serai toujours aimé, je serai toujours là pour toi. Je serai ce que tu seras à jamais près de moi, papa. Car tu occupes tout mon cœur jusqu'à la fin des temps. J'espère que tu verras cette chanson d'amour qui sort au fond de mon cœur. Je sais pour toi. Je t'aime, je t'aime, je t'aime. Je t'aime, je t'aime, je t'aime. Kaluena so, pia wena u, pia nasa. Wena woke, ma, la yo, pia wena sa. Wena loke, ma, no one say I need. Whoa, Yanuluenasi, Yauluana, Loye Matua Balayo, Iliena, Yauluko, Love Sari, oh, Bale, Vous avez appelé la conférence de presse. Je ne serai pas seul. À mes côtés, Brice Mampouya et Dépêche Brazzaville. Tout de suite, nous disons d'abord merci et félicitations à Jorus Mabiala et tous ceux qui l'entourent pour avoir mis en œuvre afin que le retour au Bangui soit de retour, permettez la répétition. Première question, quelle présentation faites-vous de la compagnie de conte Africa Graffiti? En fait, Africa Graffiti se veut une troupe ou une compagnie du théâtre du Congo. Voilà. C'est comment mettre en Liboké tout ce que nous avons vu, tout ce que nous avons entendu et tout ce que nous voulons être. Et vous en avez l'exemple tout juste derrière là. Aujourd'hui, c'est vraiment les journées où on se perçoit. Vous avez vu derrière, ces jeunes viennent de différents coins du Congo et qui se prennent un plaisir fou de chanter, danser et raconter des histoires qui viennent dans les 4 coins du Congo. Donc voilà, c'est un peu ça, l'Afrique à la congolaise et à la graffiti du Congo. Après la vocation, au début, c'était ça, Congo, 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 Congo K, Congo C. Et aujourd'hui, l'idée est même maintenant comment, en partant du Congo, et montrer un peu la quintessence du Congo dans l'ensemble du continent, et aussi faire le bokeh du continent. Bon, ça, on pourrait dire qu'on est encore dans l'utopie, mais on y arrive petit à petit. On a des exemples en face de nous, donc du coup, on y croit. Donc, l'idée, c'est aussi faire la vraie Afrique à graffiti, donc toute l'Afrique à graffiti qui va se retrouver ici à Fort-Mater un jour, Inch'Allah. La compagnie a été créée en 2000, vous l'avez dit dans votre mot liminaire. Aujourd'hui, vous organisez une édition spéciale. Dites-nous pourquoi. En fait, oui, la compagnie est créée en 1996. Je crois que ça a failli faire... bon, la date du 5 juin aujourd'hui peut en dire plein de choses, mais ça me semble dans le compte. Hein,
on est dans l'imaginaire. Mais du coup, Africa Graffiti a été créé donc en 1996 et le festival Rotomboli a été créé en 2000. En fait, très simplement, le projet était simple. On avait déjà créé, tout Pointe-Noire avait créé derrière leur boulot habituel les Joutec. Donc on avait eu d'abord un grand festival de théâtre dans Pointe-Noire. Et en fait, même pas dans Pointe-Noire, on partait à Luango. On fait le festival à Luango en mettant la Pointe-Noire au géant blanc. Et après, au-delà de ça, on s'est dit pourquoi pas aussi qu'on puisse faire la proposition, en fait, à Joutec, d'un festival de contes. Que quand on part à Luango et quand on revient, on vient s'asseoir au Mbongi et on écoute les histoires. Et là, le festival Retour au Mbongi s'est créé. Parce que simplement, dans toutes les programmations, le conte restait au petit coin de la bibliothèque, qui est une très bonne idée, mais qui est une idée très, très, très franchouillarde. Donc, du coup, de mon côté à moi, de ma conception à moi, en disant que si le conte est notre premier théâtre, alors il mérite aussi d'avoir une place, un endroit, et où ça devait se raconter. D'où Louia était notre invité permanent. Pourquoi une édition spéciale en 2022? Mais voilà, en fait, c'est simplement pour rimer ensemble avec l'actualité. Moi, je me rappelle que en 2000, pendant qu'on faisait le festival à Marseille, parce qu'on ne pouvait plus le faire suite à la pandémie, à Covid-19. Puis, on a vu aussi en 2021 le même problème. On nous a même demandé de faire même le festival en ligne. Alors, j'imagine déjà Côte-Mater en ligne, surtout aujourd'hui que nous sommes au plaisir des coupures d'électricité. Vous voyez déjà le problème. Et du coup, je me suis retrouvé ici cette année, une année vraiment remplie de pas mal de situations, positives comme négatives, mais comme on y reste dans l'option que la vie ne nous apporte que des bonnes choses, je me suis dit, on va faire une édition, on ne va pas le nommer parce que sinon on sera obligé d'expliquer les autres éditions. Du coup, donc, on a pensé faire une édition spéciale. Une édition spéciale, la preuve, tellement spéciale qu'on a même invité les morts. Avant de passer le micro à mon confrère Brice Mampouya, quel résumé faites-vous du parcours du festival après 22 ans d'existence? En fait, le parcours est toujours très simple. Aujourd'hui, par exemple, le constat que j'ai fait, que j'en discutais hier avec le grand frère Claver, c'est que nous avons un grand souci au niveau du continent et surtout dans nos pays. Depuis 22 ans, le public n'a pas beaucoup changé, n'a pas beaucoup évolué non plus. Il n'y a pas de public qui sont capables de prendre un ticket et de venir voir un spectacle. Donc, sur ce, il est question que nous-mêmes, en étant en même temps sur scène ou en étant le metteur en scène en face, on doit commencer à réfléchir à la question. Comment faire à ce que celui qui a transpiré sur scène puisse se nourrir? Et donc, dans ce cas, il faut que le festival ne serve plus le tremplin qu'on fait parce qu'on a joué toute l'année et qu'on se retrouve pour faire la fête. Ça va devenir maintenant un laboratoire de réflexion et de solutions, de propositions de solutions. Donc, cette édition-là est une édition spéciale. La preuve, par exemple, aujourd'hui, c'est l'ouverture du festival. En principe, je devais massacrer tout le monde à la bière et au vin. Cette fois-ci, je vais dire non. Tout le monde peut boire ce qu'ils veulent, mais à leurs frais. En fait, ça permettra qu'on puisse avoir une forme de ristourne qui revient. Et peut-être qu'on va même commencer à faire passer le chapeau, puisque maintenant qu'on peut réquisitionner un petit public, on y passe le chapeau, quoi. Et la preuve, on s'est même déplacé. Le village du festival, je l'ai mis à Canal Olympia parce que Netflix est en train de faire le salle comble. Et nous, on est en train de faire des chaises vides. Donc, ce qu'on va faire, on va faire les deux. Celui qui sort de Netflix va découvrir une proposition artistique des locaux en face. Et on va voir comment ça va réagir. Et je suis sûr qu'à la sortie, j'ai le droit de faire un compte rendu à tous les opérateurs culturels de la ville. Pour dire, voilà l'expérience que j'ai essayée et qu'est-ce qu'ils en pensent. Après, j'ai refusé d'aller demander des sponsors
par exemple, d'aller voir Brasco Bralico, parce que j'aurais du mal à le défendre après. Comment voulons-nous apporter, puisque cette édition spéciale est basée aussi sur la prise de conscience, que ce soit dans la jeunesse, que ce soit aux adultes. On parle aussi de la sobriété heureuse et surtout de la place de l'humain au milieu de tout ce chaos. Comment voulez-vous que je puisse expliquer ça si j'avais la possibilité de leur enfourguer que des guerres? Même si nous avons le mordor de la jeunesse, même si nous avons, comment on appelle ça même, le Bokok-Kongok, ou bien chaque travail mérite sa bière. Je suis d'accord avec tout ça, mais je suis convaincu que de nous-mêmes, ça pose un problème. Puisque mon public, je le partage aussi avec le pasteur d'en face. Alors du coup, pour mettre un peu plus des choses de mon côté, je crois que la personne est libre d'aller acheter sa bière, est libre de la boire, que je ne veux pas être l'instigateur premier. En 20 ans d'édition, en plus de 20 ans d'édition, vous avez alterné entre Brazzaville, Pointe-Noire et la France. Notamment à Marseille, où vous avez organisé quelques éditions. Quel bilan pouvez-vous faire de ces éditions que je peux appeler inédites? En fait, je suis, même si je suis d'accord avec Mabonkou, je ne partage pas ses phrases. Parce que lui, il dit bien que nous avons même des ministres de l'agriculture. Non, je ne veux pas dire ça, on ne dit pas ça à un chef. Mais le constat est simple. Nous souffrons de la culture de l'exil. Dernièrement, je suis parti faire Covid au Burkina, malgré que j'étais en train de voir les vertiges de voir que dans 2 jours, on était dans un cercueil. J'avais 1500 enfants acquis, on avait mis à 10 mètres pour que je puisse leur, quand même, malgré ma convalescence, leur raconter les histoires. Et quand j'arrive au pays, je me rends compte que ce n'est pas le cas. On ne met pas les enfants pour que je leur raconte des histoires. En fait, souvent, on me fait des histoires. On ne fait pas le chemin qu'on fait pour revenir, avoir le sentiment de refaire à zéro. Donc, on a toujours ce côté-là où on arrive, il faut qu'on aille se ridiculiser chez la copine ou le copain, qui te dit dès ton arrivée qu'il n'a pas de budget. Et pourtant, moi, je sais qu'il a le budget, et elle aussi sait qu'elle a le budget, mais il faut qu'on dise qu'il n'en a pas. Et en plus, ce n'est pas pour moi. On veut simplement, moi, ici, à Côte-Matèvre, en un an, je suis à 6500 gosses qui veulent venir écouter et qui veulent. Donc, ça n'a pas de prix. Mais pourtant, si je me base simplement à demander à l'autorité de la place ou au confrère du coin, le chaos prendra son nom. Donc, pour éviter que je puisse expliquer ce qui n'est pas explicable, comme disait notre super maire de Makélé, ce qu'on ne dit pas à la télé, j'ai pensé que j'ai fait quand même. Mais il y a des surprises. Par exemple, au moment où je vous parle là, les 2 frères qui sont restés à Marseille, ils commencent à réagir. Ils m'envoient un texte en me disant, voilà, voir où est Sœur Mignonne, j'ai fait ma part. C'est magnifique. Ça existe. J'ai des gens qui me croisent dans la rue qui me disent, bon, écoute, ton festival, je ne sais pas pourquoi tu veux continuer à le faire, mais écoute, tu choisis. Je te paye une bière ou je donne une participation. Il y en a des autres qui m'ont même dit, attends, mardi, je t'attaque. Donc, il se passe quelque chose. Et il y a un petit groupe qui refuse le chaos. Et moi, je fais partie de ce groupe-là. Donc, le bilan est simple. En Europe, les choses sont très simples, puisque ce n'est pas moi qui organise. Et au pays, le simple a foutu le camp. On fait avec le compliqué qui reste. On voit aussi Nelson Mabiala et Roland Kaya. Ce sont les 3 qui forment Africa Gratitude. Là, derrière vous, je vois toute une pléiade de jeunes. On se demande, est-ce qu'il y a quelque chose qui se prépare? Qu'est-ce que vous, les jeunes qui sont derrière vous, qu'est-ce qu'ils font là? Dans la mesure où on connaît dans une adversité que Joris, Nelson et Roland Kaya. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot à propos
beaucoup des jeunes qu'on voit derrière. Mais en fait, ceux qui sont derrière, ça c'est la faute des Yannico, hein, c'est eux, puisqu'on a connu pendant longtemps le théâtre à la Sony. C'était une troupe qui se déplaçait. Et depuis que nos ancêtres les Gaulois ont décidé que ça coûtait cher, nous aussi on a compris que c'était cher. Donc je me dis, si on est simplement au pays, pourquoi on va se priver de faire de la troupe? Et Pointe-Noire est très engagé là-dessus. Pourtant-Negra a tourné en troupe. Et chez les Bivela, ils ont l'habitude d'être en troupe. Et chez Jeff, maintenant, ça devient aussi la même chose. C'est une troupe, ils prennent un bus pour aller simplement jouer à Oyo, ils prennent un bus. Donc, je crois que c'est une façon de résister. Parce que je disais derrière moi, j'ai de tout. J'ai des sous-officiers de police, de pompiers, des secrétaires, des magistrats, des ex-agents de Super Scab, j'ai des mécanos, j'ai de ce qui ne sert à rien, j'ai de tout. Et là, donc, on se retrouve ici avec un seul but, seul besoin. On dit, écoutez, on va faire du théâtre. Mais du théâtre à notre manière. Du théâtre de ce que nous avons vu, du théâtre de chez nous. Donc là, ils sont farcis du Père Malanda avec une autre nouvelle pièce qui s'appelle « J'habite cette misère vieillissante ». Et par difficulté d'arrivée de mes invités, ils se sont tous convertis en conteurs. Donc là, j'ai 6 heures de conte. Après ce que je viens d'entendre, parce que tout le monde a entendu, je crois que tout le monde l'avait entendu avant que je n'arrive, enfin, bon, évidemment cette voix-là, oui, je l'ai entendue de cette façon-là, les derniers moments de sa vie. Je suis à Pointe-Noire et j'allais à Brazzaville, évidemment, pour aller lui rendre visite. On l'a fait de façon régulière. Et évidemment, c'est de cette façon-là qu'il a pu encore nous parler lorsque c'était possible. Et en même temps, c'était assez éprouvant pour tous ceux qui ont connu l'homme, pour nous qui étions avec lui tous les jours. Parce qu'il faut dire que Victor Luya, papa, je vais l'appeler comme ça, je ne l'ai jamais vu malade. Je ne l'avais jamais vu malade. Il n'a jamais été sur un lit d'hôpital. Il a eu des bobos, des accidents, mais je ne l'ai jamais vu malade. Et c'est quelqu'un qui était d'un optimisme, d'un pragmatisme, qui voulait vivre et surtout qui voulait vivre par l'art. À nous aussi, il avait essayé de transmettre cette pratique, cette façon de faire. Nous avons commencé à prendre goût, nous avons commencé aussi à travailler avec lui. Après, il faut dire que ça ne s'est pas passé peut-être comme il voulait, mais en tout cas, il a essayé de nous initier, mon frère aîné, moi, le frère cadet et tout le monde. Et le jour où sa vue bascule, c'était sans prévenir. Il a eu un AVC. Voilà, c'est connu. Et depuis ce jour-là, il n'est plus jamais redevenu le papa, l'homme que nous avions connu. On avait toujours espéré que ça pouvait s'améliorer. On a fait tout ce qui était de notre pouvoir pour le
guérir. Alors, évidemment, le verdict était là. Et il y a eu une amélioration et après, finalement, ça a continué à se dégrader. Évidemment, il avait d'abord perdu l'usage de la parole, il a retrouvé, il avait repris, on avait de la rééducation pour qu'on entende ce qu'on a entendu, parce que pendant un moment, c'était carrément... bref, c'est pas vraiment sur ça que je voulais m'apprécier. Oui, pour nous qui sommes ses enfants, on aura manqué, c'est le sentiment que nous avons toujours aujourd'hui, de lui rendre le minimum qu'on aurait dû le rendre pour tout ce qu'il a fait pour nous. Nous sommes venus au monde, nous sommes 8. Il a fait en sorte que le 8 soit éduqué, soit formé, et ainsi de suite. Lorsqu'il a fait valoir ses droits à la retraite, parce qu'il était fonctionnaire aussi, pour lui, devrait commencer la grande vie d'artiste. Parce qu'en ce moment-là, il était libre de tout engagement, allait, et nous, on avait pensé qu'il fallait l'accompagner dans ces projets-là, même si on n'était pas avec lui, mais on pouvait qu'il ramenait un sponsor, qu'il ramenait des moyens. Voilà, c'était dans cette dynamique-là qu'on s'inscrivait. Malheureusement, c'est à ce moment-là aussi qu'il perd tous ses moyens. Et lorsque on l'a vu souffrir, c'est vrai qu'à un moment, on pensait même peut-être que partir serait un soulagement, mais je peux vous dire que lorsqu'il est parti, c'était un déchirement. C'est des sentiments très difficiles à appréhender, à apprivoiser, à contrôler. Mais jusqu'aujourd'hui, nous le pleurons. Et quand on peut faire l'effort de faire sans lui, eh bien, on y va parce que lui-même, il voulait qu'on continue à vivre sans lui. Je peux vous dire que c'est pas facile. Alors, on a à la maison rassemblé certains de ces éléments. C'est vrai que les éléments que nous avons connus nous ont fait perdre beaucoup de vestiges aussi, mais il y a des éléments qu'on a quand même pu rassembler. À Brazzaville, on a des choses qu'on a pu sauvegarder, photocopier et comme ça. À Pointe-Noire, j'ai ramené des éléments aussi. Nous pensions, entre frères et sœurs, lui rendre un jour un hommage d'une certaine façon. C'est vrai que sur le plan familial, les choses ne sont pas simplifiées. Et lorsque Joris me contacte, on se voit, ici je connais, je suis toujours venu, c'est Joris ou Nestor, qu'il voulait faire un truc. Parce qu'il ne va pas me le dire, c'était son invité permanent, parce que bon, ils ont été initiés par lui à l'art de la scène. Ils sont nombreux à peu près dans ce cas-là, avec la troupe qui était assez. Bref, lorsqu'il se rapproche de moi, il dit qu'il voulait faire quelque chose pour Victor. Et j'ai dit, quel genre de commémoration, je ne comprenais pas. Après, il me dit, moi, c'est mon invité permanent, je veux faire quelque chose. Est-ce que tu peux participer? Je dis, bon. Okay. Qu'est-ce que tu attendrais de moi? Oui, mais qu'est-ce que vous avez? Qu'est-ce que... Bon, je dis, d'accord, je vais rassembler tous les souvenirs que j'ai, tout ce qui est sur des supports papier ou supports numériques. Je vais rassembler le maximum et j'apporterai. Je ne savais pas exactement dans quel terme je ne peux pas appeler ça un hommage. Dans quel terme cet hommage devrait s'inscrire. Bon, je dis, je t'apporte ce que j'ai, et le moment venu, je viendrai. Donc voilà, je serai arrivé avec mon épouse. D'autres frères et sœurs, d'autres membres de la famille qui étaient aussi informés avaient manifesté la volonté d'arriver. Bon, on ne parle que de nous-mêmes. Mon épouse et moi, nous avons eu un souci de véhicule. On serait arrivé depuis 16 heures, mais on n'a pas pu. Et finalement, c'est-à-dire qu'on a réussi à faire démarrer le véhicule. On est arrivé donc. Bien. Quand je revois tout ça, évidemment, je suis arrivé, je me suis assis. Je n'ai pas regardé autour pour savoir qui était là déjà. Bon. Déjà que lorsque nous on est arrivé au théâtre, ceux qui arrivent en retard doivent le faire de la manière la plus silencieuse. Donc je me suis assis. C'est à ça aussi que papa nous avait habitués. On est arrivé un peu en retard dans une salle de spectacle, et bien, on se fait petit, on prend sa place, on ne part pas. Je n'ai pas regardé autour pour savoir qui était là déjà. Je suis agréablement surpris de voir qu'il y a des gens qui sont partis de loin, qui le connaissaient bien, qui sont là. C'est tellement émouvant et en même temps, je veux dire, valorisant.
Victor Louya, dans sa famille, c'était peut-être, on l'appelait Yalouya, Yampene, c'était quelqu'un qui pourvoyait aux besoins alimentaires des gens. Mais je sais que Victor Louya, sur d'autres cieux, c'était bien d'autres choses. Je suis arrivé en France pour la première fois en 2001. Il m'a donné une adresse. Il m'a dit voir ce monsieur. Mais le portrait que lui me dressait de Victor Louya, de mon papa, ben, j'ai dit waouh, je suis à Paris. On était à au centre Pompidou. J'ai dit, mais ce monsieur, pour nous, c'est notre papa. Bon, voilà. Parfois, il picole, voilà, il braille, il change et tout, c'est tout. Mais finalement, c'était quelqu'un qui avait atteint une certaine dimension dans certaines sphères. Et bon, c'est toujours comme ça. Et voilà, donc je suis ému et en même temps en train de retrouver des grands artistes que j'ai connus à Brazza, tout petits, qui m'ont envie de grandir, puisque papa nous traînait partout où il allait. Bon, il nous traînait, nous initiait à ça. Ben, vous ne savez pas que je devais prendre la parole ici. Mais voilà, je vous dis mes remerciements au nom de tous les enfants Louya, de ce que vous êtes venus pour moi, c'est un hommage qui lui est rendu. Et pour moi, je veux parler seulement pour moi, parce que les frères et sœurs ne sont pas là, mais pour moi, je pense qu'aujourd'hui, depuis qu'il est parti, en dehors des obsèques qui ont été organisées, c'est la première reconnaissance publique qui est faite pour lui. Nous, ses enfants, on ne l'a pas encore fait. On a prévu des choses, mais là, je vois que c'est la première grande reconnaissance qui lui est faite. Et j'ai l'impression qu'on nous aura volé la vedette. Mais en même temps, je suis très content de voir qu'il a eu des enfants, on va dire, sur le plan génétique que nous sommes, mais il a eu beaucoup d'enfants sur le plan culturel. Je ne vais pas les citer, mais j'en connais beaucoup, bon, les Marcel Matita, il y en a beaucoup, et donc je me dis, c'est une flatterie pour moi, et tant que faire se pourra, je me rapprocherai de ces frères-là et de ces sœurs-là, pour dire que oui, il a élevé des fils de son sang, mais en même temps, il a des fils dans le métier qui est méchant. Je ne vais pas continuer à parler, je vais parler de mon père jusqu'à, je ne sais pas, X heures, les histoires, il y en a beaucoup. Je voulais simplement, une fois de plus, vous dire merci à vous tous qui êtes venus pour participer à cet honneur. Et voilà. Et que le compte soit, parce que c'était aussi un bon compteur. Merci beaucoup. Une demi-heure pour que ceux qui veulent boire un coup, discuter, on se mélange et en sachant qu'après on va enchaîner avec le compte, on va lancer le festival. Parce que là, on parle de l'invité permanent. Et oui, l'expo et tous ces échanges vont durer pendant jusqu'au 15. Jusqu'au 15, on a la possibilité de venir consulter les textes, venir vous discuter des projets sur le festival tout autour de Louya, ici, pendant les 10 jours. À partir d'aujourd'hui, c'est réservé à discuter autour de Louya. Il y aura des conférences qui vont se passer ici, il y aura plein de choses qui vont se passer. Celui qui veut boire des ngok, c'est ici. Même à 6 h du matin, comme le fait mon goétion. Ça arrive. Ah, petit Mangok, voilà, on va la boire. Et donc voilà, vous avez une demi-heure pour ceux qui veulent aller au bar et ceux qui veulent partager cette bouteille de vin. Parce que il y a un ami qui s'appelle Guy Lenoir qui devait être parmi les invités. On a eu beaucoup de discussions pour préparer son voyage. Bon, je crois que lui n'a pas voulu qu'il vienne. Bon, donc du coup, comme on est de Bordeaux et que ce côté de Bordeaux, on va boire un Bordeaux. Voilà. Un vrai, oui. Un Bordeaux de la Merlot Cabernet, on vous dirait c'est vendu par Louis Eschner, qui est un Indien. D'accord. Et il y a plein de jus, il y a plein de jus. Un jus acheté, les petits jus.
Trouver à manger était aussi devenu rare, mais comme le développement du continent africain. Alors, après avoir parcouru toute une grande distance dans la forêt sans rien trouver, il s'arrêta dans un coin et se dit, tiens, oh, mais qu'est-ce que je vois de l'autre côté? Mais en réalité, que voyait-il? En vérité, que voyait-il? Il voit un tronc d'arbre qui bougeait. Oui, il bougeait comme ça. Il respirait. Il avait même une tête. Alors, avec un air de stupéfaction, il s'exclama à petite voix, « Oh! Oh! Un grand boa! Un gros boa! » Alors, le père de Tombouctou fit sortir son couteau dans toute la discrétion totale. S'approcha de la bête, mais avec 1000 précautions. Mais oui, parce que lui, il pouvait voir le reptile, mais sans être vu en retour par le reptile. Lui, de son côté, il pouvait voir le reptile, mais sans être vu en retour par le reptile. Alors, dès qu'il s'en approcha, avec toute la force qu'il impose, comme un tiens! Il mit le serpent KO et s'exclama à vive allure. Ah oui, là j'ai à manger pour toute une semaine. J'ai à manger pour une semaine. Alors, il esquissa quelques pas de danse en chantant. Je préfère manger la chair et ensuite balancer les os. Mais je préfère manger la chair et ensuite balancer les os. Je préfère manger la chair et ensuite balancer la sauce. Je préfère manger la chair et ensuite balancer la soupe. Alors, avec l'arme de son couteau, il ouvrit le ventre du serpent et fut surpris de trouver à l'intérieur du ventre de ce serpent un autre animal, oui, une civette, et s'exclama, « Oh, merci, merci mes ancêtres, merci mes ancêtres de m'avoir donné de la nourriture en grande quantité. Aujourd'hui, ma famille aura de quoi inviter un beau frère. Merci encore mes ancêtres. » Alors, avec l'âme de son couteau, on ouvrit le ventre de la civette et fut encore surpris de trouver un autre animal à l'intérieur du ventre de la civette, un coq presque vivant. Et dit, oh merci, merci encore mes ancêtres, merci mes ancêtres de m'avoir donné de la nourriture en grande débit. Merci, merci mes ancêtres. Alors, l'âme de son couteau partit comme dans du beurre dans le petit ventre tendre du coq qui mourut aussitôt sans douleur. Mais une arachide tomba dans le sang de la volaille. Une arachide, bien sûr, qui attira l'attention du vieux père. Il l'a pris, la décortiqua pour savoir en fait de quelle saison elle était, cette fameuse arachide. Mais en décortiquant cette arachide, le père fut encore surpris, alors très surpris, de retrouver à l'intérieur de cette arachide son fils, son propre enfant. Et dit, oh mon petit, mais tu m'as fait peur, tu m'as fait très peur. Alors son fils lui dit, papa,
si je me mets à vous raconter cette histoire, je risquerais de la finir jusqu'à la saison prochaine. Alors le père lui dit, oh, ce n'est pas grave mon fils, ce n'est pas grave. Mais tu sais, on t'a cherché partout. Oui, partout. On t'a cherché partout. Mais les sages du village, les sorciers du village, nous avaient conseillé d'être patients. Les sorciers du village, les sages du village, nous avaient exhorté d'être calmes, d'être tranquilles. Parce que selon eux, quelle que soit la longueur de la nuit, ben, le soleil finit toujours par réapparaître. Mais, au fait, regarde toute cette chair que nous avons. Regarde toute cette viande que nous avons. Nous avons le boa, nous avons la civette, nous avons le coq. Va au village, va chercher une marmite et du sel, et comme ça, à ton retour dans la forêt, nous allons la faire cuire ici, et il nous sera très simple, très facile de transporter toute cette chair de la forêt au village. Et surtout, dit le père, surtout n'oublie pas que tes frères et sœurs aiment le goût de la viande fumée, aiment le goût de la chair fumée. Mais très cher ami, t'as fait ton première fois, tu nous dis à ton père, oui papa, avec plaisir, parce que j'ai vraiment faim et je veux manger de la viande fumée et je veux manger de la chair fumée. Et le voilà parti en route pour le village. Arrivé au village, mes très chers amis, à la grande surprise de tout, chez lui, des pleurs, des cris, des chants, pas n'importe quelle chanson, pas de la rumba, pas de l'afrobeat, pas du reggae, non, il entend des chants funéraires, oui, des genres de chansons que nous chantons, que nous écoutons lors des veillées mortuaires, du genre nani kunzoni la emukanda, nani kunzoni la emukanda, toto wasega bizizo bantu mama, tori bantu nikumbu za mama za sala, nani kunzoni la emukanda, toto wasega bizizo bantu mama, tori bantu nikumbu za mama za sala, tata ni sekalote. Reste épété devant l'entrée de leur parcelle. Alors, un de ses amis vient le voir et dit, ah, oh, c'est pas vrai, mais tout le monde, mais tu es un fils indigne. Je dirais même très indigne. Ah! Oh, oh, oh. Ton père vient de mourir. Et toi, tu es là. Tu es là sans rien faire. Oh! Tu me dis quoi? Il entra en courant dans leur cour et se dirigea vers la case de son père. Son père était bel et bien mort. Mort de chez mort. Une vraie mort. Oh! Tout sorti de la case du village en courant, se précipita vers la forêt, rentrait dans la forêt en courant, arrivé quelque part, il s'arrêta pour reprendre un peu de son souffle. Fatigué qu'il était, paresseux qu'il était, même courir, en fait, n'était pas son point fort. Mais il sursauta en entendant la voix de son père. Il demanda, alors, Tungu, hey! Où sont la marmite et le sel, mon garçon? Papa? Ah!
Vas-y. Ah, monsieur, La saposologie. C'est la tradition. C'est la tradition. C'est la tradition. Il y a très longtemps, les singes, pour se protéger du soleil, utilisaient la peau du crocodile. Ton amoureux vaut mieux que le vin de panne. Ton parfum en une odeur qui sauve ton espace. Où ton nom est si doux qui se répand dans toute l'humanité. C'est pour cela la jeunesse t'aime. C'est pour cela la jeunesse t'aime. Tes jours sont belles au milieu des oranges de perles. Ton cou est si doux au milieu de collines.